bonsoir. Entretien de ce jeudi reçoit Maître Akere Mouna, vous le savez, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, militant de la société civile et figure emblématique de la lutte contre la corruption, tant sur le plan national que sur le plan international. Ancien bâtonnier, Akere Mouna est donc candidat avec un projet centré sur la justice, la transparence, la gouvernance et le renouveau démocratique. Dans l'entretien de ce soir, nous allons ensemble explorer ses motivations, ses priorités et aussi ses propositions pour refonder le Cameroun. Monsieur le bâtonnier, monsieur le président, qu'est-ce que vous choisirez? Bonsoir. Mais écoutez, appelez-moi Akere. Vous vous sentez plus proche de l'opinion de la population? Oui, mais écoute, l'éducation Akere, c'est bon. Ah bah, j'espère que j'aurai les canons pour y aller. Alors, pour cette élection du 12 octobre prochain, vous affirmez que c'est une élection qui est déterminante, elle sera différente des précédents scrutins. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce scrutin décisif pour le Cameroun? Parce que décisif dans le sens que je considère même que c'est un référendum. Okay. De nous dire, est-ce que les Camerounais veulent le président Biya, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que après 43 ans, à 92 ans, on est tombé dans une situation de stagnation et sans progrès, et notre pays est en train de glisser tous les jours, n'est-ce pas? Donc, il est essentiel que ce changement tant voulu, c'est depuis les années 90 qu'on ne fait que parler du changement. Je pense que là, on a une opportunité en or qui nous est donnée par le passage du temps, par le ras-le-bol des Camerounais et par le fait que nous avons pour la première fois un gouvernement qui est ouvertement divisé. Un parti politique au pouvoir qui est aussi pas très cohérente. Alors, selon l'ONU, plus de 65% de la population camerounaise est composée de jeunes. Comment votre projet, votre engagement politique s'adresse-t-il spécifiquement à cette catégorie de la population? Écoute, mon engagement s'adresse dans un premier temps à tous les Camerounais. Et je pense qu'après plus de 60 ans d'indépendance, il faut rabattre les cartes. Donc, on ne peut pas rabattre les cartes sans considérer la jeunesse. Et c'est pour ça que je me place dans une situation où je parle d'une transition et de 5 ans pour remettre les choses à plat. Et après cela, on aura des élections et je vais m'en aller. Donc c'est la première chose, que les jeunes auront à nouveau une chance. Seconde chose, l'insistance sur la jeunesse est très bien comme priorité à cause des travers qu'ils ont. Donc, en ce qui me concerne, le programme que j'ai pour les 100 premiers jours s'adresse aux urgences du pays et pour la suite, il y a par-ci et par-là des programmes qui vont remettre les jeunes au travail, revoir le système éducatif et beaucoup de choses qui permettront, n'est-ce pas, d'asseoir la position de la jeunesse. Je n'aime pas trop qu'on parle de la jeunesse comme étant un programme. Je pense que là où on est rendu, je pose ma candidature sur 2 piliers. Je suis le seul candidat à thème. Pendant 30 ans, j'ai lutté contre la corruption et pour la bonne gouvernance. Ça, c'est le problème. Le premier problème que nous avons. Le second, c'est la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Et je pense que j'ai l'expérience de ces 2 piliers-là qui me permettent d'amener notre pays vers l'avant. Donc c'est plus parce que je peux faire que je pense que tout le monde trouvera son compte. Mais justement, vous faites bien d'évoquer un pan de votre carrière, longue et riche carrière en tant qu'avocat, belle expérience en tant que bâtonnier, la lutte contre la corruption, on n'en parle plus. Mais là, vous décidez de franchir le pas pour la présidentielle. Vous dites que c'est le don de soi pour résoudre les problèmes du Cameroun. J'ai envie de demander pourquoi. C'est ça qui nous étouffe. Le genou sur le cou des Camerounais,
c'est la corruption, la malgouvernance. C'est ça qui tue ce pays. Aucun secteur ne peut prospérer sans tacler ce problème. Que ce soit santé, que ce soit justice, que ce soit infrastructure. C'est un problème transversal. On s'accorde à le dire. Donc tant qu'on ne règle pas ce problème, on a beau avoir tous les projets que nous avons, mais ces projets vont être plombés par ce fléau de corruption. Donc je pense que, dans un premier temps, installer un système transparent et aussi trouver rapidement le chemin de dialogue pour le nord-ouest et le sud-ouest, on aura déjà mis le Cameroun sur une bonne trajectoire, n'est-ce pas, en refondant notre nation, parce qu'on a un système qui dure depuis 6 ans, qui a été retouché par-ci et par-là. Je pense qu'il faudrait que nous ayons maintenant des institutions adaptées à notre réalité. Mais dans votre programme, vous évoquez un mandat unique de 5 ans. Pensez-vous avoir les coudées franches? Ce temps serait-il suffisant au regard des problématiques, emploi, chômage, corruption, eau, électricité, énergie? Est-ce qu'en 5 ans, un mandat pourrait vous résoudre tous ces problèmes, Boko Haram, crise dans le nord-ouest, le sud-ouest? Mais moi, je pense plus comme étant un relais. Je vais faire certaines choses et je passe le bâton au prochain. Comme vous avez dit au début, je suis la société civile. Je n'ai pas de parti politique. Je n'entends pas en avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serai concentré à mettre un autre système en place. Pas avoir comment ça va se passer les élections, pas avoir des petites guerres de partis politiques. Donc je pense que 5 ans, je dois être à mesure de faire l'essentiel. Mais j'ai dit 5 ans, c'est 5 ans. Même si je ne termine pas, on aura déjà une constitution, on a déjà notre code électoral, on a déjà des institutions, n'est-ce pas, constituées différemment, un conseil de supérieur de la magistrature géré par les magistrats eux-mêmes, et j'en passe. Donc on a qui est un vrai, n'est-ce pas, structure de lutte contre la corruption, et on aura ça en place. Un système transparent, une économie qui est en train de privilégier le digital, beaucoup de choses comme ça. Donc, puis par la suite, on aura les élections, et peut-être un jeune, tiens, qui prendra la place pour continuer. En d'autres termes, vous serez un président de transition. Président de transition, exactement. Ça permettra de mettre les réformes, on en parle tout à l'heure, étatiques que vous souhaitez implémenter comme politique. Oui, cette idée, je dois dire, m'a été donnée par l'ancien président de Libéria, professeur Amos Soya, qui est décédé. Il était professeur d'université. Et quand, après les guerres et tout, au Libéria, je pense, donc on a décidé de faire appel à lui, qui vienne faire l'espace que je propose de faire ici au Cameroun, et de organiser des élections pour aller de l'avant. Sinon, comme des autres pays, ce sera peut-être des militaires, qu'est-ce que j'en sais? Il y a une expression qui ressort, vous parlez d'un Cameroun qui est une pyramide monarchique. Exactement. C'est bien trouvé. Ouais. Alors, quelle est votre stratégie pour redonner le pouvoir au peuple, pour que le décideur soit davantage inspiré des aspirations populaires? Prenons l'exemple de ce que nous avons aujourd'hui. D'accord. Le Premier ministre est élu par qui? Le secrétaire général de la présidence est élu par qui? Le président du parti politique au pouvoir est élu par qui? Le ministre de la Défense est élu par qui? Le ministre des Finances est élu par qui? Les gouverneurs sont élus par qui? Les préfets sont élus par qui? Même quand on dit un président des régions, son SG est nommé par le président. Même quand on dit qu'il y a décentralisation, il y a un ministre de la décentralisation. Vous ferez élire vos ministres? Ah non, je n'ai pas dit cela. Je suis en train de dire que le ministre saura qu'il est soumis au Parlement. Encore que ce n'est pas encore exclu qu'on puisse entrevoir un système où pour être ministre, on soit parlementaire. On peut donc, comme dans le système anglo-saxon ou le système parlementaire. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Mais ça va aujourd'hui d'un débat, mais il faudrait que le peuple soit au centre. Il faut que le peuple puisse avoir à demander. Il faut que les dirigeants soient redevables au peuple. On n'a pas cela.
même au sein des partis politiques, même au sein même du parti au pouvoir. On élit un président de section, ben on va bombarder donc un délégué qui vient du comité central. Tout ce qui est ici est complètement géré par des fonctionnaires. Vous dites qu'il faut déstructurer le Cameroun dans son état. Pas déstructurer, mais le concevoir différemment. D'accord. Et déstructurer ferait croire que... Parce que je vous dis bien, quand vous parcourez l'administration, il y a des fonctionnaires extra compétents, intelligents, et ceux-là sont étouffés. Et je suis sûr que le mal de tous les Camerounais, c'est la même chose que ces gens-là ressentent. Donc il faudrait les émanciper dans un système qui va privilégier plus leurs compétences que de privilégier d'où ils sortent. D'accord. Parlons des 100 premiers jours et les mesures urgentes que vous entendrez prendre. Vous proposez un programme d'urgence pour les 360 communes. D'abord, en quoi cela consisterait-il en termes d'implémentation, mais surtout, comment cela serait-il financé? J'entends bien vos questions. Premièrement, découlant de ce qu'on vient de dire sur mettre le peuple au centre, les 360 arrondissements, dans les 15 jours, devront mettre en place un comité de développement qui va donc faire la priorité des besoins de ces arrondissements. Première chose. Donc on doit avoir ça dans les 15 jours. Moi, j'entends financer les projets de développement en mettant 1 milliard par arrondissement. D'où viendra ce milliard? C'est simple. De ceux qui nous ont volé, de la corruption. Entre les premiers jours et 7 jours, dans la première semaine, je serai à mesure de mettre dans les caisses de l'État entre 500 et 800 milliards d'une seule structure. Uniquement de la corruption. À Glencore. Glencore. On peut récupérer de Glencore entre 500 et 800 milliards. Cet argent ira donc pour financer les arrondissements. On est à 360, ça veut dire que si on avait au minimum 500 milliards, vous voyez, mais je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 800 milliards. Donc c'est là que je veux financer. Il y a d'autres affaires de corruption sur lesquelles l'État peut se prévoir. Je n'accuse personne de ça, mais je m'interroge, et je l'ai dit, j'ai écrit à un autre trader qui s'appelle Vitol, comment se fait-il qu'il a pu avoir 70% de décote sur une vente de pétrole? Qui disent aux Camerounais? Moi, président de la République, ils me diront. Sinon, ben écoutez, la loi forcera la loi. Selon vos recherches, j'ouvre une brèche. À combien pourriez-vous estimer aujourd'hui le montant, une estimation, je l'ai dit, ce que coûte la corruption aux caisses de l'État? Ah, moi je dirais, jusqu'ici, on doit avoir dépassé, je suis très mauvais en chiffres pour les prononcer, on doit avoir dépassé 900 000 milliards, c'est ça? 900 000 milliards, c'est-à-dire 9 et 5 zéros. Voilà. 900 000 milliards. Et moi je pense... De francs CFA. De France, bien sûr, de francs CFA, dès le début du présent régime, je partis 20 ans, 900 000 milliards, je pense, environ. Et montant, et si on prend par secteur, on voit de quoi nous souffrons. Voilà, si vous regardez, personne ne peut s'expliquer pourquoi l'autoroute Douala-Yaoundé commençait en 2014, n'a même pas atteint 80 kilomètres. On nous disait en 2014 c'est un projet de moins de 400 milliards. Maintenant on nous dit qu'il faut 1000 milliards, quelque chose comme ça. Alors plus de 40% des Camerounais vivent sous le seuil de la pauvreté. Quelles mesures immédiates dans vos 100 premiers jours pour inverser cette tendance? Ben écoute, c'est justement ce qui va aller dans les arrondissements. Rapidement, on va faire cela. Et quelque chose qu'on doit faire tout d'abord, et en parlant de où vient l'argent, c'est de faire une audit. Parce que là où on est, je ne sais pas combien on doit. On ne sait pas combien on encaisse. Vous avez vu au Sénégal, quand le FMI est venu, ils ont découvert que le niveau d'endettement, n'est-ce pas, est plus élevé qu'on ne le savait. En ce qui concerne le Cameroun, nous sommes considérés maintenant comme un grand risque politique. Ce qui fait qu'on est obligé d'emprunter de l'argent sur le marché commercial
allant jusqu'à 11%. Les prêts commerciaux de notre État sont les plus élevés dans le monde. Parce qu'on est obligé d'aller vers le commercial. Donc c'est quand même très très difficile. Donc il faut directement aller vers ces zones-là pour essayer de soulager le peuple camerounais. Dans le même temps, vous prévoyez la reconnaissance de la multinationalité. Parce que c'est la première chose à faire pour intégrer les Camerounais vivant à l'étranger dans notre système économique. Nous savons tout ce qu'ils amènent. Je crois en 2023, ils ont injecté 430 milliards dans l'économie. C'est pas rien. Donc pour que quelqu'un qui a laissé toute sa famille ici, qui se trouve, je sais pas, à Stockholm ou à Washington, il a un deuil, il faut qu'il commence à chercher les lettres d'invitation, les réservations d'hôtel, c'est quand même ridicule. Moi je dis simplement, une fois Camerounais, toujours Camerounais. Jusqu'à ce que vous-même vous renonciez. Et ça va permettre les compétences, les expertises. Je connais beaucoup de médecins qui sont prêts à donner 1 mois par an pour venir au pays aider. On ne va pas attendre les Messi Chips. On a des compétences dans toutes les sphères. Ces gens-là peuvent venir dans le pays, aider, à titre bénévole, pour que nous puissions freiner les évacuations, renforcer nos plateaux techniques et aider les autres Camerounais qui ne peuvent pas voyager. Je pense que c'est très très faisable. Et c'est là la façon d'intégrer les Camerounais vivant à l'étranger dans notre système économique. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait des réserves en ce qui les concerne dans les services de consulting et autres. C'est très important qu'ils puissent avoir. Et en retour, il faudrait qu'on ait une haute autorité, n'est-ce pas, sur les Camerounais vivant à l'étranger, qui va s'occuper de leurs problèmes. Qui veut un terrain, qui veut construire, et voir comment, n'est-ce pas, faciliter leur passage. Et faire un pont entre eux-mêmes et les coopératives au Cameroun. Quand vous êtes aux États-Unis, vous voulez acheter, n'est-ce pas, la nourriture africaine, une fois sur deux, c'est les Chinois qui vendent ça. Je pense qu'il faudrait que nous soyons en mesure de le faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire, n'est-ce pas, si on fait une passerelle économique entre nos frères et sœurs vivant à l'étranger et ceux qui sont au pays. Donc je pense que un accélérateur de l'économie et de l'emploi dans notre pays peut être une institutionnalisation des relations entre les Cameroun de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Sur la multinationalité, jusqu'où pourriez-vous aller? Je veux dire, un multinational pourra-t-il briguer la présidence de la République, par exemple? Je pense que c'est sujet à débat. Si on a des élections fiables, équitables, on laissera les Camerounais décider. Pourquoi veut-on, regarde ce qui s'est passé avec Maurice Kamto, pourquoi nous vouloir avoir des systèmes d'embuscade pour certains et pas pour d'autres? Une fois Camerounais, toujours Camerounais. Donc, je ne vois pas d'inconvénient, à mon avis. Mais écoutez, ça c'est mon avis. Quand on sera au débat sur la Constitution, il y en a qui vont dire non, ben, s'il est parti, donc il est parti. Mais je ne pense pas que ça devait constituer un frein. Vous avez annoncé tout à l'heure un audit général. Oui. N'y a-t-il pas risque de chasse aux sorcières? Chasse aux voleurs, vous voulez dire? Ah, je vous laisse répondre. Mais écoute, moi, je vous dis, mais, si quelqu'un a volé, on le chasse. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne pense pas. Surtout que dans d'autres pays, on est arrivé au niveau de l'impunité. Les maisons construites, les sommes accumulées, des domaines que tout le monde voit. D'ailleurs, d'autres même sont mis, comme si on narguait le peuple, on voit ça sur. Des mariages somptueux à des tailles incroyables. Donc je pense qu'il faudrait que les gens au moins répondent. Si vous avez accepté d'être fonctionnaire ou bien employé, n'est-ce pas, de l'État, il faudrait que vous puissiez justifier d'où vient cet argent. Regarde ce que le président Ghanéen vient de faire. C'est extraordinaire. Il y a des ministres qui ont été éconduits parce qu'ils n'ont pas déclaré leurs biens. Et ceux qui n'ont pas déclaré, qui déclarent par la suite, leurs salaires pour la période qu'ils n'ont pas déclaré ont été repris. Donc je pense qu'il a mis en place un code de conduite au Ghana, maintenant, fonctionnaire, un cadeau de plus de 1000
d'1 million de francs CFA, vous devez déclarer. Comme ça, si 1, 2 ou 3 mois après, vous donnez un gros contrat à celui qui vous a donné ce gros cadeau, on va dire, mais comment ça se fait? Il y a conflit d'intérêts. Il faut qu'il y ait ces mécanismes de transparence. Mais notre pays, on est champion de l'opacité. En pensant que mieux que les citoyens connaissent, mieux c'est. Mais maintenant, les citoyens souffrent. Et ils veulent savoir. Et c'est ce que je voudrais. Combien est-ce que nous exportons de pétrole? Combien est-ce que nous gagnons? Le péage, ça rapporte combien tous les 3 mois? Personne ne sait. Les taxes qu'on a augmentées de l'aéroport, ça nous rapporte combien? Personne ne sait. Et ce qu'on coupe maintenant sur les téléphones et tout pour les transferts, ça rapporte combien? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Personne ne sait. Les taxes audiovisuelles, j'ai dit que bon, quand il n'y avait que CRTV, c'est bien beau, mais il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans ce secteur. Il faudrait qu'on revoie la répartition de cet argent en matière de subventions et autres. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'est plus un pays à partie unique. On est un pays où beaucoup de Camerounais, et ce que j'appelle le Golden Triangle, n'est-ce pas? Le triangle magique, si vous voulez, secteur civil, société civile, secteur public et secteur privé. Ce partenariat triangulaire, géré vraiment, va booster notre économie. D'accord. Vous faites du rapatriement de la dépouille du président Ahidjo l'un des points majeurs de vos 100 premiers jours, exact. Une décision que vous prendrez. Je veux dire, cette dépouille, mais au-delà, le président Ahidjo est-il un enjeu politique dans notre environnement, dans notre contexte désormais? Là, je vais être assez subjectif pour 2 ou 3 raisons. Première raison, je le connaissais personnellement. Il a travaillé avec mon père. Seconde raison, son épouse, Madame Germaine Ahidjo, était pour moi comme une mère, donc je la connais personnellement. Leur fille aînée, Babette, le docteur, était aussi une personne avec qui j'étais en contact constant, dont je connaissais. J'ai vu Madame Ahidjo sortir dans son sac son passeport, les yeux larmoyants, me dire « Akere, vous voici, épouse du premier président camerounais. Je voyage avec un passeport sénégalais. » Je l'ai vu, je l'ai appelé pour dire condoléances quand son fils Daniel est décédé. Il me dit « Akere, merci pour les condoléances, mais Daniel, on l'enterre à Mokolo. Je ne peux pas être là. » Et quand même, j'étais à Dakar, c'est quelque chose à voir. Vous voyez la tombe du premier président, vous voyez, de son épouse et de leur première fille. Est-ce que c'est normal? Ça nous coûte quoi? Parce que ça participe au peu de la réconciliation. Du fait que cette fierté-là, que le premier président de notre pays soit enterré ici. Il y en a qui en font un problème vraiment politique, mais c'est un problème purement humanitaire en ce qui me concerne. J'ai l'habitude à la fondation, sur le nom de Salomon Tandemuna que je coordonne, de fêter les 100 ans de naissance. J'ai fêté pour Madame John Foncha, qui est encore vivant. J'ai fêté aussi pour mon père. Là, j'ai fêté les 100 ans de la naissance du président Ahidjo, n'est-ce pas? Il y avait environ 200 photos qu'on a mis en exhibition. Les gens qui sont venus voir, c'est extraordinaire. Bien sûr, il y avait beaucoup de gens du Septentrion qui sont venus voir. Il y en a qui n'avaient jamais vu la photo du président Ahidjo. Donc, je pense que c'est ça la réconciliation. Accepter son passé, l'assumer et se projeter vers l'avenir. Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas beaucoup dans notre pays. N'empêche qu'autour du président Biya, en ce moment, il y a au moins 2 fils, au moins 2 enfants du président Ahidjo, Badiga et Aminatou. Est-ce que ça ne donne pas un autre pan de ce qu'on pourrait percevoir du premier chef de l'État? D'autre part, et par ailleurs, vous avez parlé de réconciliation autour du président également, Ahidjo. Il y a un certain nombre de personnalités, de personnes qui se sentent victimes de ce régime-là. Est-ce que ça ne peut pas créer... Qu'est-ce que ça a à voir avec leur dépouille? Les raisons pour lesquelles ces enfants sont auprès du président Ahidjo, du président Biya, pourquoi il les a appelés, je n'en sais rien. Mais la question que je pose, qu'est-ce que ça coûte de nous assurer que le premier président de ce pays repose en paix chez lui, pas ailleurs? Qu'est-ce que ça coûte? Absolument rien. C'est un problème humanitaire. Parlons démocratie, gouvernance et institutions. Vous proposez une nouvelle constitution. Quels seraient ces points essentiels
par rapport à celle de 1996? Première chose, il faudrait que nous ayons les institutions vraiment indépendantes. C'est-à-dire? Judiciaires. D'accord. Il faudrait que nous ayons un CSM, donc Conseil supérieur de la magistrature, géré par les magistrats. Le président ne devrait pas être le président de cette institution. Pour cause, on est à la 6e promotion qui attendent, parce que le président n'a pas présidé le Conseil de la magistrature. Je ne sais pas si le président a même déjà présidé une rentrée solennelle de la Cour suprême. Bien que ce soit inscrit dans la loi, sur le travail du haut magistrat dépendant Mouélé, qui s'est assuré qu'on mette ça, que c'est tous les février. Mais jusque-là, le président bien n'est jamais allé à ces institutions-là. Donc, indépendante de la magistrature. Législatif aussi indépendant. Et troisièmement, bien sûr, l'exécutif qui n'interfère pas dans les autres institutions. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais le check and balances. Il faudrait que nous puissions faire ce qu'il faut. Regardez ce qu'ils viennent faire en France. La France va connaître, le président Macron va connaître 5 premiers ministres en 2 ans. Ce n'est pas la façon de gérer un pays, mais ça montre l'effet d'une branche de l'État sur l'autre. Donc c'est ça, cet équilibre-là, c'est ça qui nourrit et maintient la démocratie. On ne l'a pas à ce qui concerne. Donc ça, à ce qui concerne les institutions. Prochaine chose, c'est quoi? C'est la transparence. La transparence dans les élections, la transparence dans la gestion de la chose publique et la transparence, n'est-ce pas, dans tous les projets qui sont faits, exécutés. Donc, là encore, il faudrait que notre Constitution penche là-dessus et rend, n'est-ce pas, ce qui nous dirige redevables. Et là, j'en viens à l'article, n'est-ce pas, 66 de la Constitution, des déclarations de biens. 96, on a mis ça dans la Constitution. Je connais un ministre qui a même dit que jamais de la vie on va avoir des déclarations de biens. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, en 2018, j'ai déclaré mes biens, je vais encore le faire. Je pensais que vous autres journalistes allez demander aux autres candidats, mais pourquoi on ne déclarait pas? La dernière fois, je voulais demander, et vous m'avez fait un call, parce que vous m'avez effectivement répondu que vous l'avez déjà fait. Oui, justement, j'avais déclaré, et puis voilà, je vais encore le faire. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, s'ils regardent les pages antérieures de Transparency International, ils verront que j'avais déclaré mes biens. Donc il faudrait que ça se fasse. Mais au-delà de la déclaration en elle-même, quels sont les autres instruments de transparence qu'on peut implémenter? La déclaration de biens est importante parce que ça permet de vérifier l'enregistrement illicite, ça permet de vérifier les conflits d'intérêts. C'est ça l'importance de la déclaration de biens. Pour la transparence, il faudrait que les Camerounais puissent aller, comme au Brésil, sur le net et savoir quel est le montant du budget vendredi et lundi savoir combien on a dépensé. Puisque les chiffres sont là, c'est sur une base numérique. Il faut que les Camerounais comprennent ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on continue à gérer avec des espèces? Pourquoi est-ce que les gens doivent partir en mission avec des sacs d'argent? Donnez-leur des cartes de crédit. Il y a plein de choses. La gouvernance, j'entends que à la SNH et dans d'autres boîtes, n'est-ce pas, j'ai lu un rapport qui disait que la SNH avait 200 employés fictifs. Il y a plein de structures de l'État qui ont cela. Vous voyez donc avec quelle aisance le parti au pouvoir peut demander la mise en disponibilité de certains fonctionnaires pour qu'ils aillent faire campagne avec eux, quand même. Cette confusion entre l'État et le parti, c'est quand même de trop. Quand vous voyez, vous, citoyens camerounais, des chefs traditionnels en plein palais d'unité, palais du peuple, en train de danser et clamer pour l'élection d'un candidat, vous posez des questions souvent à notre République. Je ne sais pas si nous sommes toujours une République, mais soit. Donc ce sont des choses comme ça qu'il faudrait travailler dessus. En ce qui concerne les nouvelles structures, bien sûr, la forme de l'État. Moi, je suis quelqu'un qui pense que c'est le système fédéral qui peut, n'est-ce pas, avancer notre pays, qui peut vraiment mettre en place un système vraiment décentralisé. Je dois féliciter quand même d'autres pays. Ils ont réussi
a donné une autre signification au mot fédéralisme. Parce que le fédéralisme, maintenant, au Cameroun, c'est sécession. Mais que non. Fédérer les forces, c'est les réunir. C'est ça le mot dans le dictionnaire. Fédération camerounaise de foot, c'est rassembler. Donc, donc, un système fédéral, c'est un système... Vous dites que vos adversaires politiques sous-entendent que quand on parle de fédéralisme, bien sûr, ça veut dire diviser le pays. Mais justement, moi, quand on m'a interpellé au 7, c'est qu'on m'a posé comme question, première question, est-ce que vous êtes pour le système fédéral ou bien vous voulez l'État unitaire? Est-ce que vous êtes sécessionniste? Moi, ça m'a amusé, mais en tout cas, soit. Donc, je pense que, je crois fermement que tous les pays qui ont les gens de diversité que nous avons, culturelle, hérités de la colonisation, passent au système fédéral. Suisse, Afrique du Sud, Éthiopie, États-Unis, Canada. D'accord. Oui, et j'en passe. Alors, je rappelle que vous êtes fondateur de Transparency International Branche Cameroun. Fort de cette expérience-là, d'ailleurs, Transparency situe le Cameroun à la 142e place mondiale dans son classement sur 188 en matière de perception de la corruption. Vous parliez tout à l'heure de déclaration des biens. Je demandais, y a-t-il d'autres instruments pour déjà lutter contre cette corruption-là, au-delà de la transparence, mais surtout, cette image, comment l'inverser? L'image de cet État corrompu, 2 fois champion du monde de la corruption. Comment l'inverser? C'est éviter l'impunité. D'ailleurs, même vous voyez le Camerounais de la rue, quand on arrête quelqu'un, on dit il a volé de l'argent, il est corrompu, on dit non, 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 il a fait la politique, parce que si c'est vraiment la corruption, là, on ne doit pas l'arrêter. Si on l'arrête, il a tenté de faire la politique, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. C'est-à-dire que le Camerounais lui-même ne croit pas que, parce qu'on est corrompu, on puisse subir les conséquences. Mais là, il faut absolument l'impunité. Si la Chambre des comptes sort avec un document qui dit clairement, voilà, 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 et rien ne se passe, on doit se poser des questions. Si Glencore va aux États-Unis, va en Suisse, va en Angleterre, avouer qu'il a corrompu les hauts responsables du Cameroun, et rien ne se passe, il faut se poser des questions. Si on vous nomme ministre, et en 2 mois, en 2 ans, vous faites de la concurrence avec la SIC en matière de bâtiment, on doit vous demander, mais comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites? Donc, je pense que c'est la redevabilité, en fait, en fin de compte. Si je sais, regardez ce qui se passait en matière de transfert d'argent, le simple fait qu'on commence à demander aux gens qui reçoivent des sommes dans leur compte, comment vous avez fait? C'est à cause de la lutte contre le terrorisme, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment le flux financier... C'était important. Oui, c'était important. Et voilà. Donc je pense que c'est très important. Le secteur minier, je voudrais en parler un peu, parce que c'est un secteur qui encourage les flux financiers partant de l'Afrique. J'ai la chance d'être depuis 10 ans maintenant membre de la commission du éminent groupe de l'Union africaine sur les flux financiers partant de l'Afrique, donc qui est présidé par le président Thabo Mbeki. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'en Afrique, l'aide qui vient de l'extérieur en Afrique est le tiers des capitaux qui partent de l'Afrique illégalement. Et au Cameroun, on ne fait rien. Niveau Gafi, on est quoi? Liste grise. Un pays qui a une atmosphère favorable au blanchiment d'argent. Glencore, comment ils ont corrompu des espèces dans un avion, dans des sacs, venant du Nigeria? Personne n'a vu. Donc on a un système qui est complètement pris en otage par ce fameux pyramide dont vous avez parlé. Absolument. Pour parler de la forme de l'État, vous l'avez suffisamment dit, vous avez opté pour le fédéralisme et vous l'avez également justement relevé. Comment dissocier cette image de fédéralisme et de séparatisme? Parce qu'effectivement, certains estiment que si vous voulez faire du fédéralisme, donc rapprocher qui c'est peut-être de la décision des administrés,
certains pensent que c'est une forme de séparatisme que vous encouragez. Ouais, ben écoute, je les laisse gérer cela. Mais quand ils verront que la décision de l'affectation d'un professeur d'école primaire, n'est-ce pas, quelqu'un qui part de Bengui, je sais pas, à Ngoa, dans le nord-ouest, ne dépend pas de Yaoundé, ils seront les gens restés à Yaoundé et affectent des gens dans des coins, recoins, qui ne connaissent même pas. Ça ne va pas. Je pense que le système fédéral est un système qui rapproche, n'est-ce pas? On ne peut pas inventer la rue. Il y a des pays qui ont démontré et qui démontrent tous les jours que c'est le seul système qui peut faire revivre toutes les cultures sans domination, surtout dans un pays comme le nôtre, où on ne fait que raisonner en termes régionaux. Regardez quand on parle même des élections actuelles. On réfléchit en ces termes. Pourquoi ne pas donc faire de sorte que, s'il y a un président régional, qu'il soit vraiment élu, suffrage universel, avec les candidats indépendants, pas un système truqué biaisé. Imaginez-vous qu'on a annoncé l'élection régionale pour décembre. Et ceux qui vont les élire, ce sont les gens dont le mandat finit dans quelques mois. Quelle légitimité? Je pense qu'on ne pense pas là au peuple. Donc tout ce qu'on va faire partir là, le peuple va voter, vont se retrouver avec des conseillers votés par les gens qui n'ont rien, qui ne rejoignent pas du tout leur volonté. Donc je pense que le système fédéral, pour moi, est un système qui doit être mis en place pour renforcer, n'est-ce pas, les régions. Bon, le nombre d'États, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que ce serait peut-être plus facile de calquer ça sur les régions que nous avons maintenant. Le Niger a commencé avec trois États, maintenant il est presque à 38, je pense. Mais qui décidera de ce nombre? Mais ça va être des assises, parce que quand on va réécrire la Constitution, il y aura un débat sur les États, et aussi un débat sur la volonté des États. Il y aura même, je ne pense pas que si vous regardez le nord-ouest et le sud-ouest, avec les mêmes traditions juridiques, est-ce qu'il faudrait absolument qu'il y ait une cour suprême à Boyane ou à Babeda? Je ne pense pas. Il faudrait qu'il y ait un Common Law Supreme Court qui est dans un de ces coins-là. Donc il y a plusieurs choses à voir, mais c'est à débattre. D'accord. Comment optez-vous instaurer les élections libres et équitables dans un contexte où la confiance envers Elekam est très faible? Elekam sera une chose du passé. Je pense qu'il faudrait que... regardez Elekam. Elekam, c'est le ministère de l'AT, de l'avant transformé. Et des fois même, je pense même que l'AT était plus efficient. N'oubliez pas que quand Foundé a gagné, entre guillemets, c'était des élections gérées par l'administration territoriale. En 92. Oui, en 92. Donc, je pense que la loi électorale va être complètement revue. Le fonctionnement du Conseil constitutionnel va être revu. Est-ce qu'il faudra en faire une cour? C'est une autre chose. Et la composition même doit être revue. Si vous prenez par exemple au Nigeria, ceux qui ont suivi les dernières élections, vous allez voir que le chancelier de l'université de la région était automatiquement chargé de superviser les élections dans cette région-là. Il faut des formules qui fassent de sorte que ceux qui gèrent les élections, n'est-ce pas, soient à l'abri de toute influence et toute menace. Autre élément important dans une démocratie, la société civile, les médias. Selon votre appréciation, comment percevez-vous aujourd'hui la société civile camerounaise? Avant peut-être de parler des propositions que vous ferez, avez-vous le sentiment qu'elle joue véritablement son rôle? Est-ce qu'elle sait même ce qu'est son rôle? On se remet en 92. On avait une société civile très vaillante. On avait les maîtres Chungan, il y avait plein de personnes. Avec l'OCDH. Oui, il y avait plein de de la société civile qui ont agi. Le bâtonnier de Black, mon feu frère le bâtonnier Mouna,
On voyait ce qui se passait dans le droit de l'homme, c'était les avocats qui étaient devant. On avait une vibrante société civile. Mais vous, Président, n'aurez-vous pas la crainte d'un contre-pouvoir fort venant justement de cette société civile qui vous empêcherait d'implémenter votre politique? Si on agit dans l'intérêt de la société, c'est bien d'avoir les contre-pouvoirs. C'est un rappel qu'on ne gère pas pour soi, on gère pour un peuple. Voyez-vous, donc, ce n'est pas un problème. Mais il faudrait aussi être responsable. Il faudrait qu'il y ait un texte qui rend les gens responsables. Et quand je vous demande, est-ce que la société civile connaît ses droits? Et je dis toujours, si vous aviez 8 ans, quand le président Biya est devenu président, aujourd'hui vous en avez 50. Vous ne connaissez que les passe-droits. Vous ne savez rien. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous apprenez? C'est pour ça qu'on a tellement des ONG, je reçois tous les jours, tel secteur, président de ceci, président de tel autre coin, parce qu'il se pourrait qu'on peut capter le soutien de l'étranger, parce que beaucoup de financements étrangers évitent l'État à cause, n'est-ce pas, de la corruption, et va donc vers la société civile. Donc, il y a la société civile à revoir. Vous avez parlé tantôt des médias, des journalistes. Oui, des médias. Je pense aussi qu'il y a une organisation à faire, ce qui concerne revoir les textes, laisser les journalistes eux-mêmes s'autogérer. Je pense que quand on responsabilise les gens, ils savent ce qu'il faut faire. Donc je pense qu'il faut que nous ayons un système qui est journaliste, qui ne l'est pas. Est-ce qu'on est journaliste parce qu'on a un titre qu'on se promène avec, parce qu'on sort une fois tous les 3 mois quand quelqu'un vous paye pour sortir au journal, ou est-ce que vous êtes journaliste parce que vous avez une structure? J'attends dans les textes, il faut qu'il y ait peut-être 10 personnes, il y a plus de conditions, il faut les voir. Et notre secteur qu'il faudrait regarder aussi, ces églises réveillées-là. Il faudrait savoir quels sont les critères, comment est-ce qu'on devient évêque ou je ne sais pas quoi. Donc il faudrait voir, ce sont des secteurs que l'État gère avec ce que je vais appeler la tolérance administrative, qui est en fait un autre nom pour un système de chantage. Vous ouvrez votre bouche, on sait quoi, on peut vous la... Regarde l'émission du ministère de l'AT dans la gestion des associations, des partis politiques, tout ça doit cesser. Parlons un peu d'économie et de création d'emplois. Dans votre programme, vous parlez d'une économie inclusive. Quelle réforme immédiate qui c'est peut-être pour attirer les investissements tout en protégeant les citoyens? Bon, ben voilà. Dans le plan de 360 arrondissements dont j'ai parlé, je vous ai dit que ça sera financé entièrement parce qu'on va gagner de la lutte contre la corruption. Et j'ai mis en exergue Glencore. Là-dedans, nous avons créé une structure, véritable structure, au service des jeunes. Et on va faire un système économique qui va peut-être donner des avantages fiscaux, je pense, à des sociétés qui recrutent les jeunes, qui les forment. Ça va les pousser à aller vers l'emploi des jeunes. Et on va donc aussi, de ces fonds-là, faciliter les start-ups par les jeunes qui veulent commencer quelque chose. Regardez toutes les structures qu'on a créées pour optimiser, n'est-ce pas, les chances des jeunes pour commencer des affaires. Petites et moyennes entreprises, banques. Allez regarder la douane de ceux qui doivent l'argent là-bas. C'est presque à terre, vous verrez que ce sont les mêmes qu'on a vus à Crédit Agricole, qu'on a vus à FOGAP, qu'on a vus à la SCB, qu'on a vu à la BCD, qu'on a vu à Fonader, c'est les mêmes. Et vu le système qui veut qu'il y ait garantie, il faut dire cela, je pense que c'est très possible, qui était l'idée derrière FOGAP d'ailleurs, une institution qui peut donner des garanties pour permettre à ceux qui ne l'ont pas de pouvoir démarrer. Donc il faudrait voir de ce côté-là. Renforcer le secteur privé pour le rendre plus audacieux dans la stimulation du marché d'emploi. Donc c'est ce que je voudrais regarder en ce qui concerne et les jeunes et aussi les femmes aussi qui n'ont pas l'avantage des hommes en ce qui concerne le fonctionnement de notre économie. Et l'opérateur économique actuel, peut-être un mot à leur endroit?
Ah oui, le secteur privé. Moi, je pense que nous sommes, comme la plupart des pays de l'Afrique centrale, les plus riches et les fonctionnaires, mais pas les gens du secteur privé. Donc il faudrait que nous ayons une économie qui soit vraiment tractée par le secteur privé. Et pourquoi? Parce que le secteur privé, lui, il a le sens de l'affaire, il sait qu'il doit rendre compte à ses actionnaires, il sait qu'il faut que s'il est coté en bourse, il y ait des avantages, il ne va pas recruter 3000 employés pour gérer 3 avions. Il y a tout ça qui prend en compte. Et ça permet au secteur privé vraiment de jouer son rôle. Et il faudrait que force soit donnée à notre secteur privé national, en exigeant des partenariats. Et quand on regarde, je ne suis pas pour des restrictions dans l'immigration, mais quand je vois un non-camerounais en train de vendre dans une boutique où il n'y a même pas de marchandises pour 2 millions de francs, je dois me poser des questions. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a aussi un geste à l'endroit des personnes, je veux pas dire handicapées, des gens qui ont des problèmes de mobilité physique. Je pense que dans notre pays, on ne regarde pas de façon particulière. Il y a des choses très faciles qu'on peut faire. Si on dit sur l'avenue à quoi, toute personne qui a un kiosque, pour vendre quoi que ce soit, doit être quelqu'un qui a une mobilité réduite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez là-bas des personnes qui sont sur une chaise roulante, qui ont les mains qui fonctionnent bien, qui peuvent travailler, gagner, n'est-ce pas, leur vie honnêtement. Dans les hôtels, ou dans les supermarchés, il y a les caissiers, il y a les caissiers et les caissières. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un système qui les permet? Dans des pays, c'est fait, d'autres pays, c'est fait. Je crois d'ailleurs même en Guinée équatoriale. C'est fait que ces personnes-là, il y a certains emplois qui leur sont réservés, qui sont adaptés. Il y a des ajustements comme ça à faire. Si vous voulez, Chinois, Indiens, Libanais, je ne sais pas quoi, vous voulez investir au Cameroun, il faudrait qu'il y ait un seuil minimum. C'est pour ça aux États-Unis, on parle de visa. Non, mais si vous avez un certain montant d'argent, vous le mettez dans le visa et vous avez votre visa, sans d'autres questions. Est-ce que nous ne pourrons pas, de notre côté, jumeler les demandes de visa au montant d'investissement? Ça, c'est une question. Alors, vous parlez du secteur privé, un secteur privé dans lequel beaucoup de Camerounais ont créé des PME, les petites et moyennes entreprises, mais qui font face aux grandes entreprises, généralement les multinationales. Est-ce qu'il y a une politique spécifique pour rassurer cela? Comment renforcer l'appui aux PME pour justement, peut-être pas forcément être concurrentiel, mais pour tenir, on sait par exemple qu'une PME, son espérance de vie, c'est 5 ans environ. Donc, ces PME-là, avez-vous une stratégie, une proposition symbolique particulière pour leur permettre de traverser ce gap? Vous savez, le projet CODECO, Pipeline, entre le Tchad et le Cameroun, a été retardé. Pourquoi? Parce qu'on exigeait de local content, l'implication des PME l'expertise locale. Donc, il faudrait que dans les projets qu'on donne aux multinationales, on exige que, n'est-ce pas, il y ait ce local content. C'est aussi facile que ça. On ne peut pas rester ici et des personnes viennent, exploitent tout et partent avec. Non, je ne pense pas. Donc il faudrait exiger d'abord ce local content pour permettre à ce qui se passe. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois il y a 5 ans, j'ai vu un enseignant dans un collège technique, je crois qu'il est à Bafoussam. Il a gagné un marché au port de Kribi, autonome de Kribi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les personnes avec qui il a travaillé, c'est ses élèves. Maçons, menuisiers, charpentiers, plombiers. Il a puisé dans l'école. Pendant les grandes vacances, ils sont partis exécuter le contrat. Des projets comme ça, c'est à encourager. Donc je pense que c'est faisable. Mais du moment où même quand on fait dans ce qu'on appelle les PPP, partenariat public-privé, dans nos pays c'est biaisé parce que public, oui, le public crée son partenaire, bon, il est privé, mais voilà, donc je pense que ce qu'il faudrait absolument essayer de faire, c'est de nous assurer que quand on veut faire ce local content là, c'est absolument nécessaire
que ceux qui gèrent ça ne soient pas les mêmes qui vont aller amener ces étrangers avec qui ils se sont entendus et créer des conditions, n'est-ce pas, qui arrangent eux personnellement et qui dérangent tout le pays entier. Alors, le déficit énergétique, on en parle, bloque complètement la croissance. Pour vous, quelle solution apporterez-vous pour davantage d'eau et d'électricité? Eau potable, évidemment, et puis de l'électricité. Le problème dans notre pays, je pense que c'est parce que notre économie politique, économique est drivée et, n'est-ce pas, tractée par la politique. Sinon, il y a plein de choses à faire. Dans l'ouest du nord-ouest, il y a le Mandchoum, qui a une chute très importante, qui peut faire un barrage. Les Nigérians, les Nigérians demandent à ce que ça soit construit pour qu'ils puissent acheter le courant. Regarde la concentration des barrages qu'il y a dans le côté du pays. Ça produit quoi? Et pour qui? Et par comment? Nachtigal, qu'est-ce que ça fait? Donc je pense que c'est très important que nous puissions. On est un pays adossé au Nigeria, 300 millions d'habitants. L'économie du Nigeria traque celui de Bénin et du Togo. Pourquoi pas nous? On est voisins. On devait avoir, à mon avis, 3 zones franches. Un dans le septentrion, un autre dans le Cameroun occidental, ancien Cameroun occidental, et un troisième vers Ekom Manfé. Donc ça fait 3 zones franches. Si on peut faire ça, et commencer à penser à des voies ferroviaires électriques, ce qui va se passer, c'est que ça va commencer à résoudre le problème de l'électricité. Donc il faut absolument, à mon avis, qu'on diversifie dans le sens, n'est-ce pas, des énergies renouvelables. Il faut regarder ce côté-là. Ça commence à se faire. Il y a beaucoup de mairies qui ont maintenant recours à l'énergie solaire. Il y a les particuliers qui le font. Il faudrait aussi que l'État puisse mettre des incentives, des mesures qui encouragent de le faire. Dans certains pays d'Europe, si vous prenez maintenant l'énergie solaire, et ça rend un service public, disons que vous éclairez devant de chez vous, qu'est-ce qui se passe? Mais on vous rembourse, n'est-ce pas, de l'argent pour cela. Donc il faudrait qu'il y ait des mécanismes par l'État pour diversifier, n'est-ce pas, notre source d'énergie, et aussi pour nous permettre de voir comment fiabiliser, n'est-ce pas, nos ressources, comme dans le cas du Nigeria. J'étais dans une réunion à l'ambassade des États-Unis où il y avait le conseil juridique du département de commerce américain venu pour dire cela. Il y a de l'argent qui vous permettrait de... Mais rien ne se passe. Mais côté énergie, on peut encore en parler. Regardez Sonara 2019, feu. On est là. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait rien. Mais on est avec Sista pour faire ce que personne ne comprend. Donc je pense que, en ce qui concerne eau, je pense que c'est une question de gestion. Et encore la corruption, n'est-ce pas? Qui peut oublier Colavino et tout ce qui s'est passé? Je pense que tous les projets, tout ce que vous dites, c'est plombé par la corruption. Comment optimiser les barrages qui viennent d'être construits, Nachigal, Lompangar et autres? Justement parce que ces barrages-là sont construits par... comme tous les projets au Cameroun. C'est pour ça après sa foi. C'est tracté par le marché lui-même. Chacun veut sa part quand c'est construit, et puis on se rend compte que vraiment, on a oublié ci, on a oublié ça. Comment il faudrait qu'il y ait une vraie politique nationale qui permette de le faire. Et je pense que jusque-là, on n'est pas encore arrivé au moment où ce sont les besoins économiques qui prennent la priorité. Du moment où vous décidez que ce sont les priorités politiques qui vont encourager, et vous le faites même voir, parce qu'à l'approche des élections, soudainement, on se rend compte qu'il y a une route à faire là-bas, à goudronner par ici. À Yaoundé, j'ai visité un quartier là, à Mimboman, qui, des routes étaient désastreuses. Et il y a même une partie de ce quartier qu'on appelle les Grands Lacs. Parce que, bon, écoute, il n'y a pas de route. Et, des jours après notre descente, qu'est-ce qu'on nous a dit? Le ministre chargé de ce secteur, avec toute une équipe, sont descendus là-bas, vous voyez ce qu'il faut faire et tout ça. Bon, ben voilà.
Voilà, si ça a aidé à cela, mais tant mieux. Mais je suis en train de dire que c'est ça. On va goudronner, parce que à partir de Yaoundé maintenant, toute la ville est en chantier. Toute la ville est en chantier. Donc je pense qu'il faut que nous arrêtons de politiser, n'est-ce pas, nos besoins économiques. J'ai raconté ça à plusieurs de vos confrères. Le président Kaborouka, qui était à la Banque africaine de développement, dont avant Akioumi, le président qui est sorti, et dont juste avant Sidi Oulta, qui est là maintenant, le nouveau président, qui a pris fonction le 1er septembre. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Akéré, je ne sais pas si vous les Camerounais, vous aimez votre pays. Et je dis, mais monsieur le président, il dit, écoutez, ne vous fâchez pas. Mais voilà. Ça fait des années que j'ai dit à votre pays que nous avons de l'argent pour financer les rails de Yaoundé jusqu'à Koussiri. Alors, démarrons, les gars, tournent, et en partant, il les oblige à expliquer. Il dit, pourquoi? Réponse, ça va vous choquer. Il dit, si on fait les rails là, ce qui va se passer, c'est que les Tchadiens et les nordistes vont envahir le sud. C'est quand même triste. Dans mon programme de 2018, j'avais mis les trains électriques entre Douala et Yaoundé. C'était conseillé par le président Kaborouka, qui m'a dit que ces tronçons-là, il y a de l'argent pour ça. Donc je pense que tant que notre politique économique va être dravée par les priorités et les tendances politiques, on va toujours plombé. Toujours plombé. À côté de la question de la multinationalité concernant la diaspora, il y a un volet important pour l'intégration de ces Camerounais dans la relance économique. Vous, président, quelle facilité, quel avantage ces Camerounais pourraient-ils obtenir pour investir massivement et qui sait peut-être éviter tous les emprunts qu'on prend auprès de FMI et les autres institutions? C'est vrai. Moi, je vous ai déjà dit qu'il faudrait quand même peut-être de 20 à 20% ou 30% de certains contrats le soient réservés. Okay. Et on a des Camerounais très compétents. Hein. Il faudrait voir ceux qui acceptent de faire le sabbatique ici. Comment est-ce qu'on peut compenser? Le plus gros problème de nos frères qui sont hors du pays, c'est construire une maison. Ils vont donner de l'argent au frère qui va bouffer, ils vont donner de l'argent au frère qui va devoir acheter le terrain. Donc, est-ce qu'on aura une haute autorité des Camerounais à l'étranger? Ils vont gérer cela. Tous les besoins de nos frères étrangers, installés à tout l'étranger. Il y a des mécanismes qu'on peut faciliter. Exemple, je suis à Californie, j'ai une maison dans une valeur de 1 million de dollars, donc ça voisine les 700, 600 millions de francs CFA. Je m'en vais à une banque américaine, je dépose mon titre là-bas, je dis, moi, il me faut 500 millions de francs CFA. Ils disent, pas de problème, donnez-nous votre titre foncier. Et cette banque américaine envoie une garantie à une banque locale, Crédit Foncier, je n'en sais rien, Ecobank ou je ne sais pas qui. Et qu'est-ce que cette banque fait? Il donc donne le montant de cette garantie-là à la même personne ici localement pour lui permettre d'investir. Il faut voir les demeures des Camerounais vivant à l'étranger. C'est énorme, des valeurs énormes. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas créer une structure? Tiens, l'argent de Glencore pourrait aider à créer ça, une structure qui n'a pour mission de faire cette interface entre les biens que les gens ont à l'étranger, qui veulent utiliser pour garantir les investissements au pays. Ça peut être un moyen aussi de venir à l'assistance des Camerounais qui veulent investir au pays. Mais si l'argent de Glencore finance tout, qu'est-ce qu'il en restera? Bon, ben écoute, si on a 800 millions, je pense que... Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des gens qui en ont pris, qu'il faudrait rembourser. Donc je pense que, sans se fier aux chiffres de Conac, hein, on est parti de quoi, 100, je crois, 1 million. À environ 4 millions. 4 millions. On ne sait pas qui les a pris, mais on sait déjà ça. Que la corruption a baissé incroyablement en 1 an. Et pas coïncidence sur l'année électorale. Mais c'est bien. Parlons éducation et développement des compétences. Alors, vous insistez sur l'adéquation, formation, emploi. Comment allez-vous réformer les programmes scolaires et universitaires pour y parvenir? C'est très facile. Parce que
quand vous regardez, tout ça à la base, je vais vous dire, c'est la corruption. Vous voyez un enfant de 9 ans qui part à l'école, le sac, il a le dos courbé. Tout ça peut être dans une tablette. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que le ministre va faire les listes des livres qui sont agréés. Il y a 2 ou 3 livres par matière. Chaque école, le directeur là-bas va donner la liste qui correspond à la personne qui va financer. C'est des choses comme ça. Mais il faudrait que nous privilégions les sciences, la technologie, les mathématiques et l'ingénierie, ce qu'on appelle STEAM. C'est là où ça se passe. Et les jeunes aujourd'hui ont cet avantage-là. Partez à ce qu'on appelle Silicon Mountain dans le sud-ouest. Les jeunes qui sont là, mais vous gagnez des marchés hors de ce pays, en restant ici, en concevant des applications qui peuvent aller. Donc je pense que c'est le secteur-là qu'il faut privilégier. Maintenant, les choses sont même plus dangereuses, entre guillemets, en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Si vous savez l'utiliser, vous pouvez aller très très loin avec cela. Donc je pense qu'il faudrait qu'on amène les jeunes à utiliser les outils qui sont là. Pas prendre la philosophie, je ne sais plus quoi, et ceux qui ont bâtir les autres civilisations en ignorant la nôtre. Donc je pense que voilà ce qu'il faut faire. Il faut une éducation qui est adaptée. Je voulais de vous parler de cet enseignant de Komsamba. C'est sûr que les enfants qui y étaient ont maintenant une autre notion de ce qu'il faut faire. Donc c'est ça. Il faut un système éducatif qui est adossé à nos besoins de développement. Alors selon l'UNESCO, près de 30% des enfants camerounais quittent l'école avant la fin du cycle primaire. Comment inversez-vous la tendance de ce décrochage? D'abord, vous l'expliquez. Est-ce que vous le comprenez? Mais surtout, comment lutter contre ce décrochage? Je pense qu'on a un principe de la gratuité de l'éducation qui n'est pas vraiment vrai. C'est trompe-l'œil. Vous ne payez pas, mais avec tout ce qu'on va vous aligner. Donc il faudrait que, jusqu'au secondaire, au moins, le Camerounais puisse avoir accès à l'éducation. C'est la première chose. Je sais que quand c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que je ne puisse pas payer ne soit pas à l'origine du fait que mes enfants ne vont pas à l'école. Tous les employés, c'est pas vous l'êtes, à cette période-ci, même les banques, crédit scolaire, même depuis le primaire. Donc je pense qu'il faudrait qu'on regarde du côté de la gratuité, n'est-ce pas, de la formation, et à certains niveaux, regardez si on ne préférait pas, comme dans d'autres pays, une structure de prêt pour des formations plus poussées, avec un système organisé qui permette que les gens puissent autofinancer leur formation. Donc c'est ce que je pense. Mais cela étant dit, vous savez que parmi les pays où le taux de literacy, on dit en anglais, est trop élevé, c'est le Cameroun, en ce qui concerne l'éducation. Voilà. Comment valoriser les filières, vous l'avez dit, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, STEAM, dans un système éducatif encore très théorique comme le nôtre? Mais il faudrait que ceux qui sont formés sur ces bases-là. Il faut d'abord que vous commenciez à voir des gens qui sont formés. Et on a un système qui ne prime pas l'excellence. On ne montre pas que si vous travaillez bien et fort, ben vous irez loin. J'avais posé la question à un collègue. Je lui ai dit, est-ce que vous savez pourquoi dans le système anglo-saxon, les gens portent les toges, n'est-ce pas, avec cette robe, graduation ceremony, avec ce chapeau et tout ça. Il me dit, mais parce que c'est beau, c'est comme le vent. Je lui ai dit, non. Parce que dans chaque famille où vous irez, vous verrez aligné sur la table le graduation de chaque enfant. C'est ça qui inspire les autres. À dire que vraiment, au moins, il faut que j'ai au moins la licence, que ma photo soit là. Qu'est-ce qui empêche que chaque jour, au palais de l'unité, pas nullité, de l'unité, on puisse inviter 100 élèves, 10 par région, pour visiter
les meilleurs, causer avec le président, causer avec la première dame, et de savoir que Kenyatta le faisait. Mais prochaine année académique, si le gars ne bagarre pas pour avoir son diplôme, il va bagarrer pour bien travailler. Comme ça, il va se retrouver à l'Unity Palace. Donc je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites pour que les gens comprennent que la seule chose qui paye, c'est le travail. Et ce problème qu'on a ici dans notre pays, est-ce que... reconnaître le mérite. Voilà, reconnaître le mérite. Et les compétences. Absolument. Ça, ce n'est pas ce qu'il faut. Vous voyez les NAM quand c'était conçu. C'est pour que le mérite prime et ouvrir la porte aux familles qui n'étaient pas vraiment aisées. C'est comme ça les premiers qui sortaient de cette école-là directement présidence. Les Abouem, les Yang Philémon, qui étaient des majors dans nos conseils, étaient directement propulsés vers la présidence. Les Akamfou, tous ces gars-là, qui étaient les premiers à aller à l'école de magistrature ou bien à l'école d'administration, ces gars-là, leurs compétences. Et regardez les anciens ministres, que ce soit Kamga, que ce soit Eteki Mouma, que ce soit Charles Assalé, que ce soit Mabaya Jean, que ce soit Vrumster Chinaï, que ce soit Betayene, vous ne verrez jamais un qui était à l'ENAM. Mais là, maintenant, les noms de ces gars qui sont là-bas riment avec et les députés, et les membres du gouvernement, et les DG, et les hauts magistrats. Vous le relevez pour expliquer quoi? Pour expliquer le fait que ces grandes écoles-là ne sont plus ce qu'elles étaient conçues pour faire. Pour primer la compétence, pour faciliter la vie à ceux qui n'ont pas les mêmes avantages, mais qui sont doués. Mais là où nous sommes, tout le monde le sait, vont à cette école, n'est-ce pas? C'est ceux qui ont les bras longs. Et ça, c'est pas juste. D'accord. Alors, vous proposez d'intégrer l'enseignement des langues nationales. Quelles sont les langues qui seraient sélectionnées au détriment de quelles autres? Mais je pense que c'est là où je regrette l'administration allemande. Parce qu'elle avait déjà choisi. Dans le sud-ouest, pour nous, c'était le Douala. Le nord-ouest, c'était le Bali. Dans le nord, je pense que c'était le Fulbe. Au centre, je pense que c'était le Bafang. Et au sud, je crois que c'était le Boulou. Et on enseignait ça là-bas. Moi, j'étais à Boya à l'école, je commençais. Et ce que j'appelais le Douala. Et mon livre de lecture, c'était appelé Idiwana Djombe. C'est ce que j'apprenais. La clé de la porte. La clé de la porte, voilà. Et c'est le livre que j'avais. Et j'apprenais cette langue-là. Je pense qu'il faudrait commencer par option. Par région, les langues les plus parlées dans cette région. Vous devez choisir une langue nationale obligatoire. Au lieu d'apprendre, je ne sais pas quoi, allemand ou espagnol. Oui, mais pour ne pas frustrer les autres langues, ou je veux dire ceux qui les pratiquent, quel mécanisme de choix allez-vous... Non, c'est à l'élève de choisir. Ah d'accord. Okay. Justement, quand je vais, je ne sais pas, à l'école primaire à Bamenda, on va dire 3-4 langues qui ont les études qu'il faut. Parce que dans ces zones-là, le Bali est très avancé. Dans l'écriture, moi je suis méta, il y a aussi l'écriture, la Bible et des choses comme ça. Donc il faudrait que l'élève lui-même dise que, bon, parmi ces langues-là, il faut qu'il choisisse une langue qu'il va apprendre. Donc c'est aussi simple que ça. On va commencer par cela, et puis on va augmenter, on ne va pas aller à l'extrême. L'erreur qu'avait commis Nyerere, en Tanzanie, il a voulu tout changer, n'est-ce pas, en Swahili, mais il a buté sur le fait que, soudainement, il a eu toute une génération de Tanzaniens qui ne parlaient pas anglais. Pas cette langue, absolument. Qui parlaient seulement Swahili, ne parlaient pas anglais. Comme les sciences, ils s'étaient perdus. Et c'est très intéressant, vous allez partir en Tanzanie, vous allez voir cette génération-là quasiment perdue, qui n'arrive même pas à correctement parler anglais. Donc ils sont rapidement repartis sur la base du fait qu'il y avait au moins l'anglais qui restait une lingua franca, oui. Alors, à côté de cette promotion de langue nationale, que devient le bilinguisme? Les langues, le français, les deux langues officielles. Je pense que la commission du bilinguisme, je trouve ça très amusant. Pourquoi? Parce que le projet, c'est moi qui l'ai écrit. Ah d'accord. Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit, à partir du modèle canadien, et j'ai envoyé ça au président de la République pour qu'on transforme ça et on sorte avec 4 mois
après. Ce n'est pas ce que je pensais. Je pensais plutôt des Canadiens aussi, parce qu'on avait créé ces structures au Canada à cause de la plainte des Québécois qui pensaient que parce qu'ils étaient francophones, ils étaient moins avantagés. Mais ça complètement renversé, que les proportions ont augmenté plus qu'on ne le pensait. Donc, le bilinguisme, ce qu'on voudrait, c'est pour que ceux qui sont appelés à être l'interface entre l'administration et le citoyen puissent s'exprimer dans les deux langues. C'est très facile. Et moi, je pense qu'aussi simple que ça, au-delà de certains grades, disons peut-être directeur adjoint, si vous n'êtes pas bilingue, mais vous n'avancez pas. Ceux qui veulent avancer iront apprendre d'autres langues. C'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'il faut faire. Et jusque-là, il y a les gens qui donnent des traductions à leurs cousins et puis on en sort avec des choses incroyables. Et je dois vous dire ça, pour la première fois de ma vie, 46 ans d'exercice de l'avocat, dans le procès que je portais devant le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a fait recours au texte en anglais pour expliquer sa décision. Parce que le texte en français, qui est le texte original, était ambigu. Il s'est référé au texte en anglais. Bon. C'était quand même intéressant de voir ce que ça pouvait donner. Mais soit, je pense que on ne peut rien faire avec cette richesse du bilinguisme au Cameroun. Dans les années 60, partout, c'était des traducteurs étaient camerounais, partout. Maintenant, on est battu par les Nigérians, les Sénégalais et autres. On devait à l'époque, à mon avis, créer une vraie institution de vente de ces talents. Comme ça, les gens disent, on veut les traducteurs, boum, c'est le Cameroun. Et quand on a créé l'école de Boya de traduction, c'est un peu en retard. Mais on a des atouts qu'on n'a pas su mettre sur le marché. D'accord. Parlons santé, justice sociale et droits de l'homme. Vous promettez de rendre la couverture santé universelle effective. Par quoi allez-vous commencer pour que cela le soit effectivement? Bon, déjà, il faut voir qu'on n'a aucune stratégie. On n'a aucune stratégie alors que le ministère de la Santé publique est dans une mouvance de CSU. J'aime le mot mouvance, ça veut dire quoi ça? Vous l'avez compris comment? J'avais compris qu'il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. On a eu une mouvance, j'ai entendu le même ministre dire qu'on a le plateau technique qui concurrencie tous les plateaux techniques de l'hôpital américain de Paris. Ça c'est bien, je pense que c'est bien de dire ce qu'on veut, mais le citoyen sait ce qu'il subit. Donc, moi je pense que ce que font les Rwandais, c'est si vous prélevez, disons, 1000 francs par an, ça pouvait être tous les 3 mois, vous allez commencer à bâtir une cagnotte qui permet de subvenir aux besoins de santé des Camerounais. Ça peut être fait. Seulement, c'est parce que, on ne pense pas que c'est important. On est habitué à créer une société à 2 vitesses où, n'est-ce pas, les puissants écrasent les pauvres, quand ça devait être le contraire. Ceux qui sont plus musclés devaient soulever ceux qui sont faibles. Et je pense que c'est très très faisable. Je ne veux pas encore dire que l'argent de Glencore, mais je pense que seulement en cotisant. Est-ce l'argent qu'on prélève sur le téléphone? Il y a beaucoup de moyens de faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut revoir ce qu'on appelle le taxe foncière sur les loyers? Est-ce qu'il faut revoir cela? Il y a une époque qu'on a tenté, le ministre des Finances, Abba, avait augmenté à 20%. Évidemment, qui sont ceux qui ont cassé ça dans un an? Ceux qui ont les grandes maisons, qui ont vu qu'ils devaient payer le 5e à l'État en taxes. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça. C'est ça la société, c'est ça l'équité. C'est ça même la justice sociale. Ceux qui ont plus doivent donner plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans notre société, on a même l'impression que c'est ceux qui ont le moins, n'est-ce pas, qui donnent le plus. Peut-être c'est biblique, qu'est-ce que j'en sais? Alors le Cameroun compte environ 1 médecin pour 5000 habitants. Loin du standard de l'OMS, comment réduire cet énorme déficit en personnel de santé? Je pense que tout repose dans la rémunération, l'importance qu'on a. Il y a 2 secteurs, je pense, qui sont lésés chez nous, c'est les enseignants et ceux du secteur. Il y a des corps de métier dont le nombre est
exponentielle en termes d'immigration. Oui, justement, voilà, et dans les médecins et autres. Donc je pense qu'il faudrait revoir les traitements et de rendre facile. On le rend déjà facile en créant de multiples instances, mais je pense qu'on peut le faire en mettant un système qui permet de rapidement absorber ceux qui sont qualifiés et les dispatcher. Mais ça freine toujours à cause des moyens financiers. D'accord. Sur la question des droits de l'homme, vous évoquez la protection des populations vulnérables et la lutte contre les discriminations. Quelle nouvelle loi envisagez-vous? Je pense qu'en ce qui concerne les vulnérables, j'en ai parlé, j'ai parlé des handicapés. Absolument. Il faudrait qu'il y ait des lois qui prennent... Si vous êtes aveugle, par exemple, vous êtes malvoyant, excusez le terme, et vous prenez le bus, il vous faut un guide. Comment ça se passe? Est-ce qu'on ne devait pas dire que, bon, vous payez plein pot pour vous-même, 50% pour le guide? Si vous avez des problèmes de mobilité, est-ce qu'il faudrait que c'est la personne qui vous accompagne? Quand j'étais président du Conseil économique et social de l'Union africaine, si vous êtes quelqu'un qui est membre du Conseil économique, on vous donnait 2 billets d'avion. Un pour vous et un pour la personne qui vous accompagne. Donc, ce sont des mécanismes comme ça qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qui est mis en place? Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un citoyen qui s'est fait de son devoir de rassembler, n'est-ce pas, les enfants nés par les filles des populations déplacées. Donc, c'est les enfants nés par les filles de 15, 16, 13, 16 ans avec des grossesses précoces. Donc, ceux-là, la dernière fois que j'étais là, il avait presque 300 enfants. Donc, quelle est la structure de l'État? Quand vous et moi, je suis sûr, quand on conduit à Yaoundé ou à Douala, on voit ces enfants de 5, 10 ans qui sont en train de cogner à votre fenêtre. Mais pourquoi ne sont-ils pas à l'école? Qui les regarde? Pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tous les trains qui viennent du Nord, il y a plein d'enfants, n'est-ce pas, qui sautent dans ce train-là du Nord pour se retrouver à Yaoundé. Ce sont ceux qu'on retrouve dans les rues et qui finissent par être ce qu'on sait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. On a le ministère, n'est-ce pas, du social, mais je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse exiger des résultats concrets. Telle année, on a fait ça, ça, ça. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons recyclé ça, ça, ça. Bon, je pense que c'est ce qui nous manque. Il faut des résultats. Et je pense que quand je parle des populations vulnérables, c'est ce que je parle. Quelqu'un a pensé qu'en parlant de ça, on pensait plutôt des homosexuels. Ça, je n'ai rien, c'est pas ce que nous disions. Vous avez une politique pour cette catégorie de personnes, non? Quelle catégorie? Vous parlez des homosexuels? Oui. Mais écoutez, nous avons des textes, hein. D'accord. C'est aussi clair que ça. Sécurité, paix et cohésion nationale. Le conflit dans les régions anglophones a fait environ plus de 6 000 morts, 700 000 déplacés, selon les organisations non gouvernementales. 300 villages de brûlés. 300 villages de brûlés, j'ajoute aux statistiques. Quelle approche différente proposez-vous pour une paix durable? Approche différente, il n'y a pas d'approche. L'approche, c'est l'approche du marteau et le clou. Il n'y a pas d'approche. Il n'y a pas de dialogue véritable. On a tout essayé. Le président Thabo Mbeki a parlé enfin, il y a je crois en 2 mois, quand il a compté le fait qu'il a essayé à plusieurs reprises, lui, le Africa Forum, qui est cette association des anciens chefs d'État, il a essayé à plusieurs reprises d'incorporer, d'interpeller le président Biya, puis qu'il s'asseye pour développer un système pour aider à résoudre cette crise-là. Le président Biya n'a pas été preneur. Il n'a pas été preneur pour les Suisses, il n'a pas été preneur pour les Canadiens, et j'étais au cœur de cette histoire. Je travaillais avec le président Mbeki pour le forum. Le président Uhuru de Kenya avait accepté d'héberger. Les Américains étaient prêts à financer pour $2 millions, et ça allait se passer au Kenya. Mais hélas, il y a eu le Covid, et ce grand mouvement de personnes ne pouvaient pas se tenir. Donc je pense qu'il faut un dialogue véritable, avec un médiateur s'il le faut.
Et éventuellement, dans ce dialogue, vous impliquez toutes les parties. C'est complètement inclusif, complètement inclusif. Y compris celles, parlant des partis qui ont le sang sur la main. Il y a quand même des gens qui ont commis des exactions de part et d'autre. Vous impliquez dans le dialogue. Comment on répare? En Afrique du Sud, il y a une commission vérité et réconciliation. Vous, comment envisagez-vous cet aspect? Il y a deux pans. Le premier pan, c'est le pansement. D'accord. Le second pan, c'est ce qu'on pense, c'est la réalité. Demande aussi la conciliation. Les centres qui sont créés aujourd'hui, les gars qui sont là, ils sont du sang sur la main. Tandis qu'à Kondengui, on va retrouver des personnes, parce qu'on a vu leur téléphone avec des WhatsApp, avec des photos dedans, et puis on va les arrêter. J'ai un client qui a été condamné à 15 ans pour ça. Donc, je pense que si on va aller de l'avant, on va aller de l'avant. Hein? Pour utiliser votre thème, on va éviter les chasses aux sorcières. Mais je pense que pour des cas dont vous parlez, sans la main et autres, il faut des considérations assez spéciales. N'oubliez pas qu'après 84, on avait donné une amnistie générale aux personnes, n'est-ce pas, bien que la loi avait été très mal exécutée, ceux qui étaient dans le putsch de coup d'État de 84. Donc je pense que, à force de vouloir avancer en regardant dans le rétroviseur, la vitesse sera très très réduite. Mais soit, cela étant dit, je pense qu'il y a certains cas qui vont être très difficiles à gérer. Mais surtout qu'on a ce problème que je n'ai jamais compris, que dans le nord-ouest et le sud-ouest, certains de ces cas, la plupart du temps c'est des brigands, ce sont les gens qui font souffrir leurs propres frères, les gens de leur propre village. C'est une notion qui me dépasse à ce jour. Comment on peut penser que je peux boire le poison et quelqu'un d'autre va mourir? Je n'en sais rien. Donc je pense qu'il faut donc ce dialogue pour qu'il y ait un redémarrage. Et aussi, il faut une ouverture économique. Boko Haram dans le septentrion, dans l'extrême nord, c'est documenté que c'est un problème purement économique. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des projets qui les absorbent, n'est-ce pas, qui permettent à ce qu'ils puissent redémarrer leur vie. Il y a, on l'observe, que ce soit sur les réseaux sociaux, parfois également dans le débat médiatique, dans le débat public, cette fracture ethnique, ce discours de haine qui est souvent ventilé, fracture régionale, fracture sociale. Quelle vision de l'unité vous avez par rapport à, j'ai failli dire ces fléaux-là, mais surtout, quelle approche pour faire disparaître tout cela de l'espace public? Moi, je pense que ceux qui en parlent le plus, ce sont ceux qui l'exploitent. Et c'est triste que c'est plus les le font. Cette notion de fief et autres, n'est-ce pas? Quand vous voyez un groupe ethnique au palais de l'unité en train de parler une langue particulière, en train de glorifier je ne sais pas qui, ça, c'est ça des comportements qui divisent. Mais mon expérience est autre. Parce que depuis, je fais une campagne de proximité. Je vais de village en village. Il y a un village, je crois, c'est Messondo, ça s'appelle, ou Messondo. Oui, vers le pont, je pense. Exact. Voilà. Il y a 6 000 habitants. 4 000 anglophones. Sans problème. J'ai passé une fois à Bankomo. Une fois, m'a interpellé en parlant de ma langue maternelle. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, c'est mauvais au pays. Donc j'ai ramené toute ma famille ici. On m'a donné du terrain. Je cultive le manioc et je vends le bobolo. Je dis, alors si la guerre finit, vous allez partir? Il dit, je ne sais pas. Ça veut dire que le Camerounais s'intègre. Ce sont eux qui veulent exploiter ces différences, qui viendront vous dire, ah, comment vous pouvez être avec lui? Ah, comment... On a eu ce phénomène au barreau, qui a donné des résultats qu'on sait. Donc, c'est les gens qui ont besoin de se frayer ou bien de se créer un électorat.
qui vont commencer à exploiter les différences et les passions. Mais cela étant dit, je pense qu'il y a un danger. Je me rappelle, j'avais suivi un pasteur ou bien quelqu'un qui prêchait dans une église à Yaoundé, qui disait les anglophones, ils sont toujours à gauche. Et il commençait à dire esprit anglophone, sortez de ce corps. C'était son exorcisme. Qu'est-ce qui s'est passé à cette personne? Mais rien, absolument rien. Je pense qu'il faudrait qu'on ne vienne pas nous aveugler avec cette fléau trouvé de langage de haine. Moi, j'ai un langage de haine envers les détourneurs et les voleurs. Ça, ils font du mal au pays. Ça, je n'ai pas à faire une apologie sur ça. Vous allez légiférer sur cette question-là? Le débat, cette haine, j'ai failli dire souvent tribale. Ouais. Ça nécessite de légiférer spécifiquement là-dessus. Je pense que ça devrait se faire. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit focalisé là-dessus, parce que je pense qu'il y a certains articles du Code pénal qui permettent déjà de sévir. Tu vois, incitation à la haine et des trucs comme ça. Donc je pense qu'on peut déjà le faire. Mais je pense qu'il faudrait, de façon spécifique, qu'il y ait des textes qui puissent prévenir cela. Moi, quand je suis revenu de Londres en 1978, j'étais inscrit au barreau de Londres, j'ai amené mon dossier voir un directeur du ministère de la Justice pour demander à ce qu'on m'inscrive au barreau du Cameroun. Le gars a regardé mon dossier, il tourne, il dit, mais pourquoi vous voulez être avocat? Votre fait déjà avocat? Non, je dis, monsieur, je ne veux pas être avocat, je suis déjà avocat, inscrit au barreau de Londres. Il regarde, Akere Mouna, Lincoln's Inn, Barrister Law. Il me regarde. Ah, les anglophones, vous aimez tous les faux diplômes. Hein? Mais écoutez, mais c'est cela. Je pense que c'est contre cela qu'il faut lutter. D'accord. On parle un peu de culture, sport et tourisme. Ces deux questions seront certainement les dernières. Le Cameroun attire moins de 600 000 touristes par an, contre plusieurs millions pour ses voisins. Comment transformer le tourisme en moteur économique dans notre pays? Je vous dis, c'est un secteur qui est vraiment négligé. Vraiment négligé. Dès l'arrivée à l'aéroport. D'ailleurs, même avant l'arrivée à l'aéroport, obtention de visa. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut une vraie politique de tourisme qui rassemble tous les maillons. Qu'est devenu Ouaza? Pourquoi? Le centre climatique de Tchang. Il faut aller voir ce que c'est devenu. Je suis allé au nord, à l'extrême nord, le grand marché artisanal. Quand j'y étais, le toit était parti. Qu'est-ce que nous avons? On parlait de Fantasia, on parlait de toutes sortes de choses. Dans le temps, tous les habitants de Douala, véhiculés, partaient pour leur dimanche à Boya, à Limbé, dans ces coins-là. Ça ne se place plus. Ça ne se passe plus. Donc je pense qu'on avait inauguré Koroup, là, vers Kumba, comme ressort de notre forêt tropicale. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est parce que dans ce secteur, on ne fait absolument rien. Ça, c'est quoi? C'est construire des hôtels, vendre les étoiles qu'il faut mettre dessus et voir comment est-ce qu'on peut rançonner les propriétaires. C'est tout. Rien n'investit. Il faut une vraie politique. Il ne faut même pas un ministère. Mais il faut une vraie politique de tourisme qui est vraiment chapeautée par les gens du secteur, avec un comité qui fait, n'est-ce pas, la passerelle entre et l'artisanat et, n'est-ce pas, les agences de voyage. Dans le temps, le Schloss, le palais présidentiel à Boya, dans le temps, quand on y habitait, quand mon père était vice-président de la République, les Allemands venaient de Berlin. Parce que quand ils venaient là-bas, à Boya, ils pouvaient accéder jusqu'au premier étage sans payer. Et les gens partaient, prenaient le billet d'avion. C'était Quail Horizon, je pense, pour venir au Cameroun. Parce qu'il y avait ça. Imaginez-vous un temps, ça peut, le palais de Boya, construit par Jesco von Puttkamer. Si on disait que, les gars peuvent aller voir, qu'un monsieur comme vous, il a une grande fête familiale, il va louer. Il va inviter des gens. Qu'est-ce que ça rentre comme revenu? Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Quand on pense
aux citoyens est-ce qu'ils peuvent bénéficier. Donc le tourisme est la femme pauvre. Il faudrait qu'on puisse investir dans le secteur, qu'on le renforce. J'étais en Inde, je voulais acheter une table avec une espèce de marbre. Quand vous mettez la lumière dedans, ça brille sur la table. Mais c'était trop lourd. Je dis au artisan, c'est très beau, je peux acheter ça. C'est trop lourd. Il dit non. Payer, c'est l'État qui paye le transport. Je l'ai acheté. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le gars qui est à Fumban, qui a fait un truc de bronze énorme, un grand cheval? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'encourager à ce qu'il fait? En mettant une subvention pour l'export? Il y a plein de choses qu'on peut faire pour booster ces secteurs-là. Et c'est ce qui nous manque, je pense. On termine en sport. On observe, je veux dire, en ce moment, le Cameroun, en ce qui concerne par exemple l'équipe nationale de football, est très mal parti pour sa qualification au prochain mondial. Je ne prends que cet exemple, mais je veux dire que de façon générale, le sport camerounais semble patiner. Dès qu'on sort du football, les autres disciplines n'ont pas forcément une meilleure visibilité en termes de potentiel pour notre pays. Vous, quelle est la stratégie idoine pour promouvoir dans son ensemble, dans sa diversité, conscient des talents que les Camerounais ont, notre sport? Je pense que chaque fois qu'on commence à parler de controverses dans notre sport, dans les équipes, la première chose on parle, c'est l'argent. C'est ça ce que j'appelle la corruption transversale. Tout ce que nous faisons, il y a cette histoire de qui a eu quoi, qui va avoir quoi, qui voyage dans telle classe, qui va louer les avions. Il y a tout ça. Tant qu'on ne règle pas cette atmosphère de corruption qui empoisonne tout, c'est la première étape. La seconde étape, c'est d'avoir un mode de gestion transparent, équitable. Et c'est de mettre ceux qui sont nos acteurs, n'est-ce pas, au centre de ce qui se fait. Vous voyez, on avait les Jeux olympiques, je pense, en France. Qui est-ce que le président Biya a reçu? Le président Sarkozy. On avait 6 Camerounais là-bas pour les Jeux olympiques. C'est un petit bus qui pouvait aller chercher ces gars-là, qui vient à l'hôtel le président, qui dit vraiment félicitations, vous êtes ici, faites briller le pays. Ça coûte quoi? Donc c'est la valeur qu'on donne à ça qui aide. Combien de fois est-ce qu'avec la tenue Togo du Nord-Ouest, le Cameroun a gagné? C'est comme ça le Cameroun commence à être connu. Pas sur le terrain, mais à cause de sa culture, la tenue qu'il portait. Je pense qu'on ne sait pas. On ne sait pas valoriser nos atouts parce qu'on va primer quelque chose. Qu'est-ce qui est la priorité à recevoir Sarkozy que de saluer les 6 athlètes camerounais qui y étaient? Je pense qu'il faudrait que nous-mêmes mettons de la valeur sur ce que nous avons. Je me rappelle le feu Zachary Noah qui me parlait quasiment avec les larmes aux yeux. Il dit à Kéré, mon frère, petit frère, il me dit, vous savez, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, chaque fois que mon fils Joachim, basketteur qui a joué avec Obama, vient ici, je demande audience pour qu'il voie le président. Mais je n'arrive pas à l'amener là-bas. Comment comprendre ça? Et l'initiative, c'est les basketteurs qui viennent là, qui promeuvent ceci, qui promeuvent cela. Mais quelle valeur est-ce que l'État va-t-il ajouter? Ah certes, c'est Kylian Mbappé, tout le monde va courir là-bas, il n'est pas camerounais, il n'a pas joué dans notre équipe nationale, parce que nous-mêmes ne l'avons pas voulu. C'est cela, c'est vers ça qu'on part. Et l'enfant qui commence, comment on fait? Il faut que ces valeurs-là commencent pour... D'abord la reconnaissance du Reconnaissance. Maître Keremouna, vous vous présentez donc comme candidat, comme le candidat de la transparence, de la justice et du renouveau démocratique, avec un programme centré sur un mandat unique de transition et des réformes profondes. À quelques semaines de l'élection présidentielle, quel message souhaitez-vous adresser aux Camerounais qui doutent encore de votre capacité à incarner l'alternance? Vous allez regarder la caméra et vous le leur dites. Bon, écoutez, chers citoyens, chers frères, chères sœurs, en octobre, il s'agit véritablement d'un référendum. Voulons-nous encore 7 ans, le président Biya, oui
ou non. C'est sur ça qu'il faudrait voter. Oubliez les discussions sur la coalition, oubliez. Nous y travaillons. Mais mettez-vous cela en tête, que c'est un référendum. Oui, pour ou contre le président Biya le 12 octobre prochain. Je vous remercie. Merci infiniment à vous. Le programme était essentiellement consacré sur votre programme de gouvernance. On espère que les Camerounais l'ont découvert, l'ont apprécié et qui sait peut-être le 12 octobre feront le bon choix. Écoute, merci et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Moi encore plus. Ouais. Merci à vous à la maison. Vous saurez évidemment le choix que vous ferez pour cette élection. Bonsoir et à jeudi prochain, qui sait peut-être avec un autre candidat sur cette antenne.